Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française dirigé par Emmanuel Ratier, préenregistré les 9 et 25 juin 2014, diffusé mercredi 23 juillet de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jocelyn et Philippe. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bonjour chers amis, pour un nouveau libre journal de la résistance française, Emmanuel Ratier au micro ce soir. Bienvenue aux éditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent en direct, ensuite à ceux de la nuit et ceux de demain matin. Exceptionnellement, cette émission est enregistrée en différé, donc vous ne pourrez pas envoyer de messages et nous ne pourrons pas répondre à vos questions. Donc en première partie, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Jacques Hoggard, qui vient de signer un ouvrage « L'Europe est morte à Pristina », qui est un récit de son action sur le terrain au moment de la guerre au Kosovo, donc durant le printemps et l'été 1999. En seconde partie, je recevrai John Bastardi d'Aumont pour un ouvrage assez conséquent, passionnant, qui vient de sortir sur Sherlock Holmes, et j'ai toujours l'habitude, comme vous le savez, pendant l'été, de faire à la fois une émission toujours très sérieuse. Donc c'est avec Jacques Hoggard qui n'a pas de chance aujourd'hui, puisqu'il est dans l'émission sérieuse. Et avec John Bastardi d'Aumont, on aura donc une émission plus détendue, plus ludique. Voilà. Donc vous avez maintenant le programme de l'émission. Donc j'ai le plaisir de recevoir ce soir Jacques Hoggard. Alors, Jacques Hoggard est colonel. Était colonel. Alors, oui. C'est carte de réserve ou... Ah, maintenant je dois être colonel ER, en retraite. En retraite. Oui, en retraite. Voilà, bon. Donc, Jacques Hoggard, vous signez un ouvrage qui s'appelle « L'Europe est morte à Pristina, guerre au Kosovo et printemps-été 1999 », qui vient de sortir aux éditions Hugo Doc. Oui. Voilà. Aux éditions Hugo. Et précédemment, vous aviez publié un ouvrage sur vos aventures au Rwanda. Exactement, voilà. Il y a 9 ans déjà. Et qui s'intitulait... Et qui s'appelait « Les larmes de l'honneur » et qui était chez le même éditeur, chez Hugo. Voilà, alors on va en parler parce que c'est un peu le même... Il y a un trait d'union peut-être entre les deux sujets, évidemment. Ouais. Voilà. Alors, ce que je voudrais que vous situez d'abord, parce que... ça va faire très plaisir à nombreux auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, le colonel Jacques Hoggard, vous avez fait 29 ans de Légion étrangère. Non, j'ai fait 26 ans dans l'armée de terre. 26 ans dans l'armée de terre. Pas tout à la Légion étrangère, mais une grosse partie. Enfin, toute ma partie troupe, si vous voulez, je l'ai fait à la Légion étrangère, quasiment. Au deuxième rep. Au deuxième rep. C'est l'arme d'élite. Qui est un régiment cher à mon cœur, puis qui est un très beau régiment de l'armée française, bien sûr. Si ce n'est le plus beau, évidemment, mais je voudrais pas froisser certaines susceptibilités parfaitement légitimes. Voilà. Non, j'ai fait 26 ans dans l'armée de terre et votre père était général, hein ? Alors moi, je suis d'une famille de soldats. Mon père était général, mon grand-père aussi. Il a aussi été dans la Légion, votre père ? Non, mon père était dans les troupes de marine, l'infanterie de marine. Troupe d'élite aussi. Troupe d'élite aussi, Saint-Cyrien en 39, sorti en 40, la deuxième guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie, avec des conflits très particuliers en particulier l'Indochine qui l'a beaucoup marqué puisqu'il y a fait quand même pratiquement 8 ans, 3 séjours consécutifs, et avec la découverte de la guerre subversive, de ce qu'on a appelé ultérieurement la contre-insurrection, sur laquelle il a d'ailleurs beaucoup écrit. Et voilà. Et donc moi, je me suis trouvé à mon tour soldat. Alors peut-être un petit peu par atavisme, mais pas tellement, je pense, parce que j'ai eu la chance de découvrir le métier militaire. J'avais 14 ou 15 ans. Mon père commandait à ce moment-là un régiment à
à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, et j'ai découvert en fait ce que pouvait être la vie d'un jeune officier, d'un jeune lieutenant, hein, et ça m'a donné très très envie de faire ce métier. Donc, alors après, il fallait que je me différencie forcément un peu de mon père, donc j'ai choisi la Légion étrangère pour pas être tout à fait sur la même la même exactement les mêmes conditions que lui, mais c'était vraiment un choix volontaire et que je n'ai jamais eu à regretter. J'ai fait 26 ans dans l'armée française avec un départ anticipé en 99-2000 lié à l'affaire du Kosovo. Voilà, on va en parler. Mais vous avez débuté en quelle année? Donc, alors j'ai débuté en 1974. Voilà, j'ai signé mon engagement dans l'armée française en 1974. J'ai fait l'école militaire interarmes de Saint-Cyr-Couët-Quidan. J'ai choisi l'infanterie et puis la Légion. Et puis en finale, les forces spéciales, qui a été mon champ du cygne, le COS, le commandement des opérations spéciales, avec en particulier cette dernière opération au Kosovo. Oui, alors le COS, vous y avez été à quel moment? Le COS, j'y ai servi en fin de carrière. J'y ai servi à partir de 1996 pour la fin de ma carrière. Voilà. Alors je sais pas si c'est une arme, c'est un corps. Non, le COS, c'est pas un corps. Le COS, c'est un état-major, d'abord. Ce qu'on appelle le COS, commandement des opérations spéciales, est un état-major interarmé, c'est-à-dire terre-air-mer, et même gendarmerie. Il y a toujours une représentation des forces spéciales de la gendarmerie, qui était destinée à commander, en fait, si vous voulez, en opération, les unités spéciales, les forces spéciales. Oui, non, donc c'est un commandement. Donc c'est un commandement interarmé. Oui, mythique, si vous voulez. C'est considéré comme un peu la crème de la crème. C'est un peu la crème de la crème, et je crois que ça l'est aujourd'hui, en tout cas, 20 ans après sa création, puisque le COS a été créé il y a un peu plus de 20 ans maintenant, il y a 21 ans. Le COS est une référence, pas l'unique référence d'ailleurs, parce que par exemple, la Légion étrangère ne fait pas partie des unités spéciales. Le 2e REP ne fait pas partie des unités spéciales. Et vous avez de très bonnes unités qui n'en font donc pas partie. Mais c'est vrai que... Alors, qui dépend du COS? Alors, les unités du COS, aujourd'hui, c'est, pour ce qui concerne l'armée de terre, 3 régiments, en fait. 2 régiments, je dirais... d'infanterie, où on peut pas dire les choses comme ça, mais très très terrestres, que sont le 1er RPIMA, régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui est à Bayonne, qui est plutôt chargé d'actions spéciales. Le 13e régiment de dragons parachutistes, qui est à Souges aujourd'hui, qui n'est plus à Dieuze en Lorraine, mais à Souges à côté de Bordeaux, et qui lui est plutôt chargé de renseignements spécialisés. Ce sont les deux piliers. C'est les shooters opérationnels en particulier. Il y a beaucoup de shooters opérationnels dans les 2 régiments, qui sont capables d'être largués à très grande hauteur derrière les lignes adverses, etc. Ça, ce sont les deux piliers terrestro-terrestres, si je puis dire, avec des mots barbares. Je vais me faire punir sur Radio Courtoisie, mais et puis le 3e pilier, qui est le régiment d'hélicoptères de combat des forces spéciales, qui est à Pau, qui est le 4e RHCM. Et qui donne la capacité à la fois aéromobile et la capacité d'appui aérien rapprochée aux unités des forces spéciales de l'armée de terre. Ça constitue la brigade des forces spéciales terre, la BFST, qui est basée à Pau. Ensuite, vous avez une composante marine, c'est les commandos marines en fait, qui sont commandés par l'amiral commandant les fusiliers marins commandos à Lorient. Il y a donc 5 commandos marines aujourd'hui. Principalement le commando Hubert, qui est le commando des nageurs de combat, qui est à Toulon, et puis les 4 commandos d'assaut classiques qui sont basés à Lorient, et puis la composante air, qui est le commando parachutiste de l'air numéro 10, basé à Orléans, et la partie air de la composante air, évidemment, qui sont les moyens aériens, c'est-à-dire les avions de transport tactique. Voilà. Donc un bel ensemble. Oui. Pas énorme. Oui, c'est 2500 hommes au total. Hein. Alors on dit toujours, parce que souvent on associe COS et DGSE. Alors ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. La DGSE, alors comment distinguer les deux? Dans beaucoup de pays étrangers, ces 2 notions sont fondues. Par exemple, les Britanniques, dont je parle à propos du Kosovo, on y reviendra, ont fusionné les 2 composantes. La composante clandestine, si vous voulez, et la composante discrète. Le COS, c'est la composante discrète. Le COS travaille toujours en uniforme, signe donc ses actions.
et ça a un effet stratégique voulu, recherché. La DGSE ne signe jamais ses actions, c'est le principe de la clandestinité, et quand elle les signe, eh ben c'est à son corps défendant et c'est un effet négatif. Oui, on peut se souvenir c'est un échec. On peut se souvenir de l'affaire du Rainbow Warrior comme exemple frappant dont les gens se souviennent. Voilà, donc ça c'est les deux composantes. Et alors, est-ce qu'il peut arriver quand même que la DGSE puise dans les corps dépendants du COS? Non, mais il y a forcément, et c'est souhaitable, d'abord comment dirais-je, des synergies, alors pas toujours, certains cas, ça n'a pas été toujours le cas, mais aujourd'hui, je pense que les choses ont fait beaucoup de progrès dans ce domaine, et aujourd'hui, la DGSE fournit du renseignement au COS et vice-versa, et on peut basculer. Il y a des gens qui démarrent leur carrière au 1er PIMA ou au 13e RDP qui se retrouvent après au 11e choc, régiment du service action de la DGSE, ou l'inverse. Donc on a maintenant des brassages, etc. Mais c'est relativement récent. Voilà. Oui. Et alors, qui dirige le COS en ce moment? Alors, le COS, c'est un général, c'est toujours un officier général, qui tourne, qui peut être un terrien, un aviateur, un marin. L'actuel commandant du COS est le général Grégoire de Saint-Quentin, qui a été l'an dernier le patron de l'opération Serval au Mali, après avoir été le patron des forces françaises du Cap-Vert à Dakar, et qui est un vieux routier, si je puis dire, des opérations spéciales, puisqu'il y a démarré tout petit, comme lieutenant et capitaine, puis officier supérieur, chef du bureau opération du 1er PIMA, puis chef de corps du 1er PIMA, tout en étant dans les écarts intermittents, officier d'état-major au COS lui-même. Voilà. Donc c'est un vrai expert des opérations spéciales. Et souvent, est-ce qu'il se produit, je vous en parle parce qu'on parle rarement, du COS. Oui, ce sont des unités pas très connues, voilà, mais qui cherchent pas d'ailleurs à l'être. Et c'était pour bien situer votre action au Kosovo. Alors, mon action au Kosovo... Mais avant qu'on en parle, ce que je voudrais savoir du COS, c'est est-ce que, par exemple, les gens qui dirigent le COS, en général, sont appelés à des fonctions supérieures dans la hiérarchie d'encadrement, chef d'état-major, ou c'est pas du tout cette Non, c'est en général assez porteur, si vous voulez. On peut, par exemple, citer le cas de l'actuel directeur du renseignement militaire, qui est le général Gomard, Christophe Gomard, était précédemment patron du COS, avant d'avoir lui-même commandé le 13e régiment de dragons parachutistes, que j'évoquais tout à l'heure. Vous pouvez citer un des prédécesseurs de Christophe Gomard, Benoît Pugat, 5 étoiles, aujourd'hui, chef d'état-major particulier du président Sarkozy, puis du président Hollande, chef d'état-major particulier, donc une des fonctions les plus importantes au niveau des armées et de l'État. Le général Pugat a été patron du COS. Voilà. Avant de l'être aussi d'ailleurs de la direction du renseignement militaire. Donc ce sont des postes, ce sont pas des postes, disons les gens qui les occupent sont pas destinés à arrêter là leur carrière en général. Voilà. Donc vous avez été envoyé par le COS. Alors moi j'étais officier du Kosovo. Moi j'étais officier j'étais officier au COS lorsqu'en septembre 98, on a commencé à parler du Kosovo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait à l'époque pas mal de télévisions qui commençaient à nous montrer des colonnes de réfugiés kosovars, albanais, fuyant le Kosovo en direction de l'Albanie toute proche. Alors c'est de là qu'est parti d'ailleurs toute l'opération. Léonarda qui rentrait chez elle. Voilà, c'était Léonarda qui rentrait chez elle avant l'heure. Non, Léonarda est Rome en fait. Mais... Il faut dire les choses sérieusement. Pensez pas parce qu'ils sont en train de devenir croates. Ce sont des problèmes assez compliqués. Oui, ils sont en train de devenir croates pour mieux revenir en France. Ça, c'est un autre sujet. Quoique ce soit le même sujet de fond, c'est le sujet de l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Et qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe? Ça, c'est un vrai sujet de fond. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que... Oui, parce que Pristina, c'est important, mais le mot Europe est également très important dans votre ouvrage. Oui, voilà. C'est-à-dire, en fait, d'abord, le titre un peu provocateur, je veux bien le reconnaître, l'Europe est morte à Pristina, c'est une réponse à une déclaration du docteur Kouchner, qui avait déclaré à l'époque, l'Europe est née à Pristina.
Alors moi, je pense exactement le contraire de son avis, de sa position. Et à l'époque, simplement pour revenir à votre question, moi j'étais au COS et donc j'ai été désigné comme traitant le dossier Kosovo. Alors ce qui était très bien au COS à l'époque, je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs, quand vous êtes désigné traitant d'un dossier d'actualité, si ce dossier devient concret au point de provoquer une projection de force sur le terrain, vous en devenez le patron. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Et donc c'est ce que je raconte dans ce petit livre. À partir de janvier 99, je suis allé sur le théâtre et c'était pour moi en fait une vraie découverte parce que je connaissais pas bien les Balkans. J'avais fait 2 missions, je crois, très rapides de quelques jours en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Ça m'avait quand même permis d'appréhender la difficulté du contexte. Hein. Mon image de Sarajevo, c'est 5 heures du matin, un muezzin appelant à la prière, un minaret de mosquée avec la neige qui tombe en abondance. Donc on était bien en Europe. Hein. J'avais jamais vu la neige tomber en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Et par contre, j'avais entendu les muezzins plus d'une fois dans ma vie. Et c'est le même appel. Et là, sur le terrain européen, sur le sol de l'Europe, avec tout un cadre très européen, et en même temps où on sentait que l'islam était très présent et très actif. Et ça m'avait beaucoup marqué. Mais pour revenir à la réalité des choses, je connaissais pas les Balkans, j'avais pas d'expérience des Balkans très particulière. Donc ça, c'était pour moi une nouveauté. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière en Afrique. En fait. J'avais fait, moi, l'essentiel de ma carrière comme beaucoup d'officiers de Légion en Afrique, avec toute la batterie d'interventions connues du Tchad à la Centrafrique, en passant par le Zaïre, le Rwanda, etc. Mais j'avais pas beaucoup d'expérience, pratiquement pas d'expérience des Balkans. Donc vous étiez élève au moment de Kolwezi, en fait? Ah non, alors Kolwezi, moi, j'étais... Kolwezi en 78, quand il y a eu Kolwezi, j'étais sous-lieutenant. Vous étiez déjà sorti de mais non, j'étais sous-lieutenant de réserve en activité entre mon admissibilité à Saint-Cyr et mon entrée à l'EMIA, voilà, pour être très clair. Donc j'étais un peu frustré parce que j'avais beaucoup de camarades qui étaient dans l'opération et qui à l'époque on n'avait pas de portable et pas de SMS, mais j'avais eu beaucoup de nouvelles de mes camarades et que je suivais évidemment avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la première intervention militaire importante. Kolwezi. Depuis la guerre d'Algérie, en gros. Kolwezi, c'était la première importante. Oui, il y avait eu quand même plus discrètement le Tchad, parce que les gens oublient le Tchad. Et plus discrètement, moins spectaculaire. Moins spectaculaire. Ou moins médiatisé. Oui, moins médiatisé. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Kolwezi, c'était un tour de force, c'était une opération aéroportée. C'est-à-dire que Kolwezi, le deuxième rep, a sauté à 6000 ou 7000 km de sa base, dans des conditions d'ailleurs un peu rocambolesques et acrobatiques, mais il a réussi à sauter avec un petit coup de pouce de nos amis américains. Les conditions étaient très différentes à l'époque. Un peu de Belges aussi. Il y avait quelques Belges qui sont arrivés après nous, effectivement. Des Parazaïrois aussi qui ont sauté aussi à l'époque. Mais c'était un autre contexte, puisqu'à l'époque, on était dans le contexte encore de la guerre froide ou du suivi de la guerre froide. C'était les opérations dont on va parler maintenant, c'est postérieur à la guerre froide, avec un changement complet de la donne qui nous amène à voir ceux d'hier qui étaient nos alliés fidèles. Je pense par exemple aux États-Unis d'Amérique ou les Britanniques, à les voir sous un œil différent qui est celle d'un concurrent, voire d'un adversaire sur certains terrains. On peut parler du Rwanda, on peut parler du Kosovo. Oui, on peut parler de l'Afrique. Le Rwanda a eu un rôle essentiel, d'ailleurs. Parce dans la percée américaine en Afrique. Le Rwanda, c'est un bon exemple, en fait, du changement radical de ce qui est arrivé après la fin de la guerre froide. Donc, la disparition de l'URSS et de Cuba, son bras armé, etc., en Afrique, comme traditionnellement avant, l'Angola, etc. On parle plus de ces gens-là. Ils sont temporairement absents des échiquiers. Et par contre, les puissances anglo-saxonnes se disent
Alors maintenant, la France, qui était notre allié dans le contexte précédent, la France peut représenter une gêne. Et il faut s'attacher à diminuer la puissance de la France. Et puis surtout, il y a on peut discuter de tout ça. Il y a des gens qui vous diront que c'est des fantasmes, etc. Je le pense réellement pas, parce que les faits sont là et que les faits sont têtus. Non, mais c'est surtout que tout a été écrit. On le voit bien dans les écrits américains, de stratégie, de développement, toutes les fondations américaines, qui expliquent qu'en fait l'Afrique est un des continents pénétrés par les États-Unis, et notamment, et depuis, ça s'est encore renforcé, parce qu'il y a de l'autre côté, il y a la Chine aussi. Alors il y a la Chine qui pousse aussi sur l'Afrique, mais l'Afrique est un réservoir de matières premières considérable. Hein, donc ça, c'est là. Et comme par hasard, avec une très forte concentration de ces matières premières, dans la zone des Grands Lacs, qui est la zone donc du Rwanda, très convoitée évidemment par les grandes puissances. Il y a un excellent roman qui a été fait par John le Carré, ancien des services britanniques, qui a beaucoup produit de romans très intéressants, qui en a écrit un justement sur l'affaire des Grands Lacs, qui s'appelle Le Champ de la Mission, qui date maintenant de quelques années, mais qui conserve une actualité étonnante, qui est un excellent livre, très vivant, très réaliste, pour comprendre en fait le jeu des grandes puissances dans les affrontements des grandes puissances d'aujourd'hui dans la zone des Grands Lacs. Alors, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française. Je reçois ce soir Jacques Hoggard, donc, qui vient de publier aux éditions Hugo « L'Europe est morte à Pristina, guerre au Kosovo ». Printemps-été 1999. Mais avant d'attaquer cet ouvrage, nous resituons actuellement à la fois le commandement dans lequel Jacques Hoggard était partie prenante et son passé militaire, parce qu'il y a de nombreux parallèles qu'on peut et qu'on va faire entre ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui s'est passé au Kosovo. Donc, il faudrait que vous parliez justement un peu... à Radio Courtoisie, oui. On pourrait dire qu'il y a une sommité qui s'appelle Bernard Lugan, qui est un peu le détenteur, qui est un peu l'exclusivité. Qui est un ami. Voilà. Et je ne pense pas que vous direz le contraire de ce qu'il dit. Non, mais vous-même, vous avez été très impliqué sur le terrain. À la différence de Bernard Lugan est un universitaire et un homme qui est brillant et qui a le temps de réfléchir et beaucoup écrire. Moi, j'étais plutôt un homme d'action, je dirais même empêtré dans l'action. Mais nos analyses, nos conclusions se rejoignent complètement, en particulier sur le Rwanda, où d'ailleurs lui-même a évolué, sa position a beaucoup évolué, parce qu'il a traqué la vérité avec toute l'honnêteté intellectuelle qui est la sienne et qui est grande. Et donc, il en est arrivé à comprendre ce que je pense moi également, que le Rwanda est une opération réussie, colossale de désinformation, et qui avait un objectif stratégique qui était de permettre à un certain nombre de puissances traditionnellement alliés à la France auparavant, dans le contexte de la guerre froide, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et il y a une puissance aussi dont il faut évoquer la réalité, c'est Israël, qui vont vouloir, dans les début des années 90, mettre la main sur les fabuleuses richesses minières du Congo oriental, si vous voulez, du Kivu et du Chaba. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve de l'uranium, ça c'est assez classique, mais on y trouve de l'uranium en grande quantité et de qualité. On y trouve du pétrole, mais on y trouve aussi des métaux rares et des minerais rares indispensables aux technologies de pointe, etc. Comme le coltan par exemple, très cité de nombreuses fois, mais c'est parfaitement exact. Donc là, je dirais que comme le disait De Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et on oublie souvent ça, avec beaucoup de naïveté, en particulier en France, où on est très, je pense, très naïf, on est de bons enfants, nous les Français, finalement. Et donc, c'est sûr, on défend les droits de l'homme, donc on est sûr de se tromper. On a complètement oublié cette notion des choses. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc à partir d'un certain moment, la France est considérée comme une puissance gênante, et le Rwanda, qui est la clé de voûte
de la maîtrise de la région des Grands Lacs est un objectif en soi. Donc il faut... la France est présente au Rwanda. Il y a au Rwanda à l'époque un gouvernement, je dirais, de type assez autocratique, comme il y en a beaucoup dans toute l'Afrique à l'époque, dont un certain nombre d'États mis en place d'ailleurs par les États-Unis eux-mêmes, comme Mobutu, le voisin zaïrois par exemple, qui est un pur produit de la CIA. Ces États sont des États autocratiques où, alors au Rwanda en particulier, ce qu'il faut signaler, c'est un petit pays, le Rwanda, mais on l'a appelé la Suisse de l'Afrique. C'est un pays dont le sous-sol n'est pas riche, mais les superficies agricoles sont extrêmement prometteuses, avec un climat extrêmement favorable, une population un peu trop nombreuse, certainement, pour le taux d'occupation des sols, mais une population évoluée par rapport aux autres pays africains de la région, une population soignée, une population éduquée, une population... Et tout ça sous l'égide de cet autocrate qui s'appelle Juvénal Habyarimana. Et en 90, qui est un Hutu. Alors le drame du Rwanda, comme beaucoup de pays d'Afrique, avec cette exception que le Rwanda est un État-nation, c'est-à-dire un véritable État dans ses frontières d'origine, a deux ethnies principales, si vous voulez, qui sont les Hutus et les Tutsis, avec un rôle social très différent dans l'ancien système rwandais, puisque c'est une espèce de féodalité, avec un roi, un Mwami à la tête, qui s'appuie sur une aristocratie quasiment exclusivement composée de Tutsis, l'ethnie dont il est originaire, et laquelle se repose elle-même sur 85 à 90% de Hutus, qui sont des paysans. On peut pas dire des serfs systématiquement, parce que c'est plus compliqué que ça, mais qui sont dans une position de travailleurs agricoles et de loueurs de bétail qu'ils louent aux Tutsis, qui en sont propriétaires. Et c'est un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays. Je dirais un peu, par exemple, en Mauritanie, par exemple, où pendant très longtemps, ce sont les Maures, les Touaregs, oui, qui étaient l'ethnie dominante. Les Maures, parce que les Touaregs sont enfin, ou les gens de peau blanche, en fait. Oui, hein, voilà. Et les Almoravides. Voilà, et les Africains voilà. noirs étant les vassaux, hein, voilà. en quelque sorte. Et toujours, en fait, ou les esclaves, en Mauritanie, parfois, même, les esclaves, où l'esclavage a été oui. officiellement aboli, mais il suffit d'aller en Mauritanie, mais qui sont effectivement beaucoup plus nombreux. Donc, qui sont plus nombreux. La population noire des bords du fleuve Sénégal en particulier est très nombreuse. Elle ne se différencie pas d'ailleurs de la population sénégalaise. Hein. Bon. Pour revenir au Rwanda, donc on a cet équilibre qui va sauter en 1960-61 du fait de la révolution sociale, l'accession des pays africains à l'indépendance et de la démocratie qui s'impose partout comme étant le régime idéal. Alors j'en suis pas convaincu que c'était la meilleure méthode de faire déboucher le Rwanda de l'époque dans la modernité, mais c'est ce qui a été fait et c'est ce qui a conduit à amener 90% de Hutus à prendre le pouvoir et à régler leurs comptes à l'époque dans le sang, il faut le rappeler, aux 10% de Tutsis, aux 15% de Tutsis dont ils supportaient le joug jusque-là. Ça va amener une grande partie de ces Tutsis à partir à l'étranger. Parmi eux, il y a un enfant de 2 ou 3 ans qui s'appelle Paul Kagame, qui est l'actuel président du Rwanda, sur lequel on peut revenir en 2 minutes, mais qui a eu un parcours très, très chargé, puisque dans la diaspora rwandaise en Ouganda, il est devenu donc anglophone, il a été éduqué en anglais et non pas en français. Il a fait ses armes dans la rébellion du président Yoweri Museveni, qui est aujourd'hui au pouvoir. Il l'a aidé à conquérir le pouvoir. Il est devenu le patron des services de renseignement militaire ougandais, avec le grade de colonel de l'armée ougandaise, et des stages effectués aux États-Unis, notamment à Fort Leavenworth. Et en 90, ces Tutsis rwandais qui ont aidé le président Museveni à conquérir le pouvoir en Ouganda deviennent très gênants pour lui. Donc il souhaite les renvoyer au Rwanda, et le meilleur moyen de les renvoyer au Rwanda, c'est de les renvoyer pour conquérir le pouvoir au Rwanda. Et il va les aider militairement, logistiquement, financièrement.
avec l'aide derrière, bien sûr, des États-Unis. Et donc, ça va permettre à cette rébellion qui va se structurer, qui devient le FPR, Front Patriotique Rwandais, ou Rwandese Patriotic Front, in English, à revenir au Rwanda à partir de la fin 90 et d'attaquer régulièrement. Et là, Juvénal Habyarimana, le président Hutu, appelle la France au secours parce qu'il y a des accords qui ont été signés sous Giscard d'Estaing en 75, des accords militaires de coopération, et il appelle la France au secours. Et Mitterrand décide d'y aller parce que Mitterrand se dit, soupçonne l'opération de déstabilisation des États-Unis. Oui, en fait, les États-Unis derrière cette opération. Les États-Unis derrière cette opération. Et donc, il dit oui à Habyarimana en disant, eh bien, la France va vous aider à stabiliser les choses militairement, en formant votre armée, en vous donnant un coup de main sur le terrain. C'est ce qui se passe. Et en même temps, Mitterrand, qui vient de prononcer le discours de la Baule, exige d'Habyarimana, du président Hutu, une démocratisation effective de son régime, ce qui ne va pas sans douleur. Cette démocratisation consiste à ouvrir le pays au multipartisme. Donc voilà Habyarimana confronté à une opposition de l'intérieur, en même temps qu'il est confronté à une rébellion de l'extérieur, avec des passerelles évidemment entre les deux. Il va donc, à un moment donné, être de plus en plus limité dans son pouvoir personnel, ce qui alimente évidemment un clan extrême de son côté à lui, du côté Hutu, ce qui alimente aussi les velléités de prendre le pouvoir de l'opposition, et de l'opposition Tutsi en particulier. Tout ça, ça va s'accompagner évidemment d'opérations militaires qui sont réussies tant que la France est présente, mais en même temps de négociations politiques. Et donc les négociations politiques, ce sont les accords d'Arusha, qui sont signés en août 93 et qui comprennent en particulier le retrait de toutes les unités militaires françaises du Rwanda. C'est ce qui va. Vous y êtes à ce moment-là ? Non, moi j'y suis pas. Vous arrivez après. À l'époque, j'y arrive après en 94. Moi, à l'époque, je suis à Djibouti en séjour depuis 92, mais je connais quand même un peu le dossier rwandais pour l'avoir traité à l'état-major à Paris les 2 années précédant mon départ. Donc de 90 à 92. Donc j'ai suivi les premiers temps, si vous voulez, de la rébellion, des affrontements, etc. Mais à ce moment-là, que se passe-t-il ? La France se retire fin 93, définitivement, au bénéfice d'une force de l'ONU, la MINUAR, commandée par un général canadien qui s'appelle Roméo Dallaire, dont on a entendu parler, qui a même écrit un gros livre sur cette question rwandaise, et qui installe au Rwanda une force de l'ONU composite. Il y a un bataillon belge, il y a un bataillon sri-lankais, il y a un bataillon, je sais plus, d'un autre pays, et pour un effectif total de 2500 hommes. En même temps, Kagame, le chef de la rébellion Tutsi, discute, participe aux accords d'Arusha, mais en réalité, dans le fond de lui-même, il sait très bien que ces accords ne sont pas satisfaisants parce que lui consacreront une place dans le Rwanda nouveau, qui va émerger, mais qui ne sera jamais qu'une place de ministre, dans le meilleur des cas, avec une petite partie de députés au Parlement, etc., dans le meilleur des cas, mais en aucun cas le pouvoir. Tout simplement par la loi du nombre. Voilà, c'est la minorité. Bien entendu. Donc, la seule manière pour lui, la toute petite minorité Tutsi. La seule manière pour lui de parvenir au pouvoir est de conquérir le pouvoir par la force. Mais pour pouvoir légitimer une rupture des négociations et se lancer dans une aventure militaire rapide, il faut bien un prétexte. Et le prétexte, ça ne peut être qu'un événement de grande ampleur, dramatique. Et il a parfaitement analysé que si il abat le président Hutu, Juvénal Habyarimana, s'il parvient à le tuer, il va provoquer une réaction populaire de grande ampleur, les Hutus se retournant contre leurs voisins Tutsis, l'ennemi de l'intérieur, et que des massacres s'en suivront. Il le sait, et on le sait d'autant plus que ses camarades de combat de l'époque, dont beaucoup ont fait défection aujourd'hui, sont unanimes pour en témoigner.
Donc, et c'est la seule stratégie pour lui possible, c'est la stratégie de la violence, qui lui permet effectivement, dès que le 6 avril 94, l'avion d'Habyarimana est abattu par un missile solaire qu'il est le seul à détenir, le FPR étant armé de quelques engins de ce type, il est en mesure à ce moment-là de lancer l'opération finale de conquête du pouvoir par les armes, en lançant ses troupes, et il en a déjà dans Kigali, à la conquête de ce pouvoir. Et donc c'est le génocide en même temps. Alors je ne sais pas s'il avait prévu le génocide en tant que tel, mais il avait prévu d'énormes quantités de massacres, ça c'est sûr. Et il avait choisi d'en faire le lit de son accession au pouvoir. Il faut bien comprendre que derrière, c'est les États-Unis. Et il faut bien comprendre que derrière, c'est l'incurie de l'ONU d'abord. L'ONU, quand ces massacres vont démarrer, va diminuer par 10 ses effectifs présents au Rwanda. Donc on va passer 250. Voilà, on va passer à 250, ce qui est tout simplement aberrant et qui traduit l'incurie de ce machin, comme l'appelait le général de Gaulle. De Gaulle n'avait pas que des mauvaises formules, il en avait parfois de très percutantes. C'est bien le cas pour ce qui est de l'ONU. C'était vraiment une preuve supplémentaire de l'incurie, de l'incapacité de l'ONU. Et à ce moment-là, les massacres vont se dérouler. La France, à l'époque, est la seule à dénoncer le génocide, et la première à parler de génocide dans la bouche d'Alain Juppé, que je ne défends pas à tout craint, mais qui est le premier à en parler, comme ministre des Affaires étrangères. Et la France est la première à lancer l'idée d'une intervention internationale pour faire stopper le génocide et reprendre le contrôle de la situation. Alors bien sûr, les adversaires de la France, en particulier les États-Unis, s'y opposent. Et on va retrouver des gens qu'on retrouve au Kosovo. Madeleine Albright, par exemple, secrétaire d'État, responsable des affaires étrangères des États-Unis, qui s'oppose de toutes ses forces à l'opposition française, à l'opération française au Rwanda, convaincue qu'elle est que nous voulons en fait sauver le régime Hutu d'Habyarimana. Alors c'était peut-être possible, c'est peut-être une idée qu'a eu fugitivement Mitterrand, mais je pense que ce n'était pas l'idée, en particulier de son Premier ministre, Édouard Balladur, et de son gouvernement de cohabitation, qui était un gouvernement récemment mis en place, et qui a vraiment essayé de mener une opération humanitaire classique pour faire arrêter les massacres et permettre au dialogue de reprendre. Alors moi, j'ai participé à cette aventure-là, qui démarre, si vous voulez, en fin juin 94, qui se termine en fin août 94. Mais ce qui m'a frappé, on ne va pas raconter cette opération, mais ce qui m'a frappé, c'est, dès mon arrivée au Rwanda, d'être l'objet de l'intérêt d'une foule de journalistes. J'avais jamais vu autant de journalistes en si peu de temps, et en particulier des journalistes anglo-saxons, américains, britanniques, australiens, néo-zélandais, me demandant si je n'avais pas honte d'être présent au Rwanda pour cette opération, et si je n'avais pas honte de ce que la France avait fait au Rwanda. Alors si vous voulez, là je tombais je tombais de ma chaise, si je puis dire, parce que moi j'arrivais de Djibouti, où je terminais un séjour de 2 ans. On était dans les starting blocks depuis le début du mois d'avril pour une intervention imminente au Rwanda. On était fin juin. Tout ce temps perdu ne l'avait été que parce que les États-Unis, en particulier, s'étaient opposés à l'intervention militaire pour mettre fin au génocide. Et donc, cherchons à qui profite le crime. Pendant ce temps-là, le FPR de Kagame, Tutsi, pouvait avancer, conquérir le pouvoir et légitimer surtout la mise en place d'un pouvoir totalitaire, toujours en place aujourd'hui, qui n'est pas critiquable, puisque c'est un pouvoir Tutsi, si vous voulez, on voit bien d'ailleurs les parallèles qui sont faits avec le génocide de la Deuxième Guerre mondiale, c'est intouchable. Donc ces 10% de Tutsis aujourd'hui peuvent mettre une gangue de fer et de plomb sur le pays et réduire en esclavage la majorité Hutu, comme c'était le cas autrefois, sans aucun problème, puisqu'ils sont légitimés par le génocide. Et je pense que tout ça a été prévu et sciemment, voilà. Donc il y a eu là le 20e anniversaire du génocide, moment agité, on s'en doutait. Moi j'ai eu l'occasion de faire une tribune pour le Figaro Vox, où je raconte tout ça,
de manière synthétique. Et je suis convaincu de ce que j'ai écrit, de ce que je dis, à savoir qu'il s'agissait bien d'une opération de désinformation, avec une stratégie derrière. La stratégie, c'était d'évincer la France définitivement de la région des Grands Lacs, ce qui est le cas, but atteint, mais aussi d'affaiblir la France dans toutes ses positions africaines. Et on a bien vu que c'était le cas aussi, avec l'affaire notamment de Côte d'Ivoire, où la France a été pitoyable, je dirais, dans sa gestion du dossier ivoirien. Et pas par hasard, parce que nous étions tellement ébranlés, choqués, fragilisés par ce qui s'était passé au Rwanda, qu'on était incapable d'avoir une politique... Voilà, ça sont des sujets dont on peut parler même avec Bernard Lugan, dont vous parliez tout à l'heure, parce que justement, un des éléments, il y a un élément militaire qu'on va pas aborder aujourd'hui, qui a déjà été abordé dans différentes émissions, pas par vous, mais par d'autres. Bon, mais il y a tout le côté, effectivement, mise en forme de l'opinion. Et qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors c'est la condition de l'opinion. Vous-même, vous avez été mis en accusation dans différents ouvrages, etc. Oui. Et ça c'est persistant. Puis je crois que j'en ai pour toute ma vie. Ça m'a frappé là aussi dès que je suis rentré du Rwanda. Donc si vous voulez en octobre 94. À l'époque j'ai été affecté au commandement de la Légion étrangère à Aubagne. Et donc j'ai installé ma famille à Marseille pour des raisons de commodité. D'éducation des enfants, etc. Et donc, passionné de bouquins et ayant été privé de bouquins pendant pratiquement 2 ans, j'ai avisé la première grande librairie qui était tout près de chez moi, au Prado, à la jonction des 2 Prados à Marseille. Et j'y vais le week-end suivant l'installation, tout content de pouvoir retrouver la civilisation, de pouvoir retrouver des livres, etc. Et je me souviendrai toujours d'avoir vu dans cette vitrine de cette librairie un livre qui venait de sortir, France, complicité de génocide. La couverture, c'est simple, c'était des machettes empilées. Et le livre, je l'ai évidemment acheté, mettait en cause la France et l'armée française de manière absolument incroyable, fantasmatique, et 3 pages me concernaient d'ailleurs pour dire que ce que j'avais... Oui, mais surtout il y a une espèce de liste des personnes. Depuis, il y a une liste des je sais plus combien, on est 37 ou 38 Français accusés de complicité de génocide. Alors ça commence par François Mitterrand lui-même qui n'est plus là pour se défendre. Et il y a toute une liste de noms prestigieux, Monsieur Balladur, Monsieur Juppé, Monsieur de Villepin, Monsieur Léotard, etc. Il y a des militaires, et moi je suis le dernier, l'avant-dernier de la liste, je crois. Ce qui est, mais proprement, si vous voulez, c'est à tomber de la chaise là aussi ou de l'armoire, parce que moi je sais ce que j'ai fait au Rwanda pendant 2 mois, je veux dire, 2 mois d'une opération très courte mais très dense. J'ai tenu à raconter ma vérité il y a maintenant une dizaine d'années dans ce premier ouvrage que j'avais fait. Vous pouvez rappeler le nom ? Les larmes de l'honneur. Les larmes de l'honneur. Alors on ne trouve plus malheureusement que sur Internet, sur des sites de bouquinistes parce qu'il est épuisé, mais on le trouve encore en le cherchant bien. Mais j'avais fait ce livre pour raconter moi ce que j'avais fait au Rwanda, parce que je sais ce que j'ai fait au Rwanda. Et c'est très pénible de voir ça remis en cause, y compris parfois d'ailleurs au travers d'anciens subordonnés ou d'anciens camarades qui pour se remettre en selle ou pour des raisons d'objectifs personnels, de notoriété personnelle, essayent de faire parler d'eux en contestant les choses. Ouais, voilà. Parce que vu de l'extérieur, on a vraiment l'impression que maintenant on n'y comprend plus rien, quoi. Parce qu'il y a eu tellement de pistes, de fausses pistes, d'éléments, de contre-éléments, etc., que c'est devenu très complexe pour ça a été fait exprès, je pense. Le dossier est brouillé pour que la vérité ait du mal à se faire jour pour la plupart des opinions. Et c'est très gênant. Mais pour vous, clairement, ce sont les États-Unis qui sont derrière cette affaire de désinformation. Clairement, si vous voulez. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les États-Unis ont mis en place des régimes amis dans la région. En particulier, en Ouganda, Museveni était le bon élève de Bill Clinton il y a quelques années, mais il l'est resté. Il a généré le régime rwandais de Kagame. Alors ce régime aujourd'hui qui a été mis en place par les Américains, soutenu par les Américains, dans tous les sens du terme, est aujourd'hui en train de perdre un peu de son lustre à Washington. Ça c'est évident. Je veux dire, les multiples
atteintes aux libertés fondamentales, les assassinats commandités dans les capitales étrangères de ses anciens adjoints en particulier, hein, c'est l'assassinat du colonel Carreguera, qui était le chef de ses services à Johannesburg en début d'année, en janvier, en République sud-africaine, les tentatives d'assassinat du général Nemwaza ou de ses autres collaborateurs aux États-Unis font qu'aujourd'hui, les États-Unis le mettent en garde. Et donc, il est en train de perdre l'appui des États-Unis. Et à partir du moment où il en est là, je lui donne pas des années pour sauter. Je pense que la fin de Paul Kagame est peut-être en train d'arriver. Mais en même temps, les États-Unis, si vous voulez, ne laisseront pas un autre affidé. Placeront un autre affidé, c'est évident. Pour des raisons très claires et stratégiques, le contrôle de ces matières premières qu'on évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pourriez pas aller au Rwanda? Ah, moi, personnellement, non. Moi, personnellement, je me retrouve avec un pyjama rose à la maison d'arrêt de Kigali, ça c'est sûr. Il l'a fait, hein, d'ailleurs. Il a attrapé, il y a quelques années, un prêtre jésuite qui avait de longues années au Rwanda et qui revenait d'un pays africain voisin, etc. Et il l'a mis en pyjama rose dans la prison centrale de Kigali. Il l'a fait pour l'avocat aussi de la défense d'un des accusés rwandais qu'il avait mis en prison. Il est gêné par rien, hein, Kagame. Donc moi, j'éviterais d'aller au Rwanda aujourd'hui, ça c'est sûr. Voilà. Alors, j'ai fait cette longue... Enfin, nous avons fait ensemble cette longue introduction pour en arriver à l'affaire du Kosovo, parce que je pense que ça s'inscrit dans le même système que vous avez peut-être découvert depuis. Mais... Oui. Donc, je vous rappelle, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française que j'anime ce soir. Cette émission est préenregistrée, donc vous ne pouvez pas envoyer de message et nous ne pourrons donc pas répondre à vos questions. Donc, le colonel Jacques Hoggard vient de publier aux éditions Hugo « L'Europe est morte à Pristina, guerre au Kosovo, printemps-été 1999 ». Donc, j'ai bien compris, en 1994, vous trouvez au Rwanda. 1994, voilà. J'interviens au Rwanda. Vous rentrez en France, oui. Et vous découvrez en fait quand même une vaste entreprise de désinformation à propos de ce que vous avez vécu. Absolument. Bon, vous vous retrouvez au COS ensuite, oui. Et je suis désigné pour participer va monter l'affaire du Kosovo. Oui. Bon. Alors est-ce que dès l'origine, parce que je dirais qu'à partir du moment où on doute une fois, on a tendance à douter après. Oui. Alors est-ce que vous voyez le trait commun entre les deux? Ce que je peux vous dire, c'est que le trait commun entre les deux, avec le recul évidemment, hein, parce que sur le moment ça ne va pas foncièrement sauter aux yeux de la même manière, mais avec le recul, je pense qu'il s'agit en fait. Le point commun entre ces deux opérations distantes de 5 ans, 94-99, le Rwanda, cœur de l'Afrique, et le Kosovo, j'allais dire, pas tout à fait le cœur de l'Europe, mais presque. C'est un coin fiché. C'est un coin fiché en pleine Europe balkanique. Le point commun, c'est la désinformation. Donc c'est une opération de désinformation à chaque fois. Et je dirais simplement, dans le cas précédent, le Rwanda, la France en est totalement victime. Victime et sacrifiée comme telle. Et au Kosovo, ce qui me gêne davantage, c'est que la France a rejoint le clan des manipulateurs. Alors peut-être en se disant qu'il vaut mieux être du côté des vainqueurs que du côté des perdants, mais pour quel bénéfice? Un bénéfice égal à 0. Car au bout de 15 ans, je peux vous dire que le poids de la France aujourd'hui dans la région des Balkans est égal à 0, en particulier au Kosovo. Donc, même opération de désinformation, mêmes acteurs, sauf que dans le cas africain, la France est victime, et dans le cas balkanique, elle est complice. Voilà. Alors, vous suivez, donc, vous arrivez en 96, donc au COS. Alors j'arrive en 96 au COS, oui. Et on vous confie le dossier vers... ça c'est non. Alors le dossier Kosovo, il démarre en septembre 98. Voilà. Et donc c'est une de septembre 98, si vous voulez, à janvier 99, il s'agit de suivre les événements au Kosovo,
pour nous de suivre l'actualité, de faire de la planification, comme il est d'usage dans les états-majors militaires, en fonction des scénarios politiques qui peuvent être adoptés. Et en fait, ce qu'on conçoit très vite, c'est que la volonté de l'OTAN... Alors pourquoi l'OTAN s'arroge cette affaire du Kosovo, alors que ça concerne l'ancienne Yougoslavie, et ça ne concerne pas directement la sécurité des pays membres de l'OTAN. Moi, j'y vois une raison stratégique fondamentale qui est la même que celle pour laquelle l'OTAN, aujourd'hui, s'intéresse à l'Ukraine. Il s'agit évidemment de contenir, voire de brider la puissance russe renaissante. Alors, il y a 15 ans, on n'en est pas au stade où la Russie en est aujourd'hui de son redressement, sous la conduite éclairée du président Poutine, mais à l'époque, déjà, la Russie, c'est quand même même après la guerre froide, c'est quand même la puissance qui fait peur. Et donc, l'OTAN s'intéresse à l'ex-Yougoslavie en se disant, il faut surtout pas que cette partie de l'Europe balkanique, qui vient de vivre pas mal d'années sous le communisme, même si c'est un communisme un petit peu décalé et non aligné, en théorie au moins, par rapport à l'URSS, à l'ex-URSS, il faut surtout pas que cette partie-là bascule dans le clan russe, pro-russe. Bon. Je vous rappelle qu'à l'époque... de l'orthodoxie... Alors derrière, il y a l'orthodoxie, il y a la langue cyrillique, etc. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on vient d'avoir les événements de Bosnie, Herzégovine, tout proche, et que se trouve déployée en Bosnie-Herzégovine une brigade russe. Et que cette brigade russe, on va la retrouver sur l'aéroport de Pristina dans les tout premiers jours de l'opération alliée otanienne en Macédoine et Kosovo. Comme par hasard, pour essayer de mettre un frein et de faire un avertissement gratuit, sans frais, aux puissances occidentales. Alors nous, on se trouve, moi je me trouve, si vous voulez, projeté dans ce contexte-là. Ce que je réalise tout de suite, c'est que, en fait, on a un objectif, c'est de faire la guerre à la Serbie. Les accords de Rambouillet, les soi-disant négociations de Rambouillet, n'ont pas pour but de se terminer par un accord ou par désaccord, car on rend les conditions inacceptables de telle manière que les Serbes n'ont pas le choix, ils ne peuvent que dire non. C'est pas moi qui le dis, mais c'est des observateurs allemands, étrangers et autres qui reconnaissent d'eux-mêmes, ou Paul-Marie de la Gorce, par exemple, qui dit que les Serbes ne pouvaient pas admettre l'ingérence de l'OTAN en tant qu'unité armée au Kosovo. Et c'est pourtant ce qu'on va leur imposer après une campagne de bombardement de 78 jours, où on va détruire l'infrastructure économique du pays, on va aussi commettre quelques bavures, on n'est pas à ça près, détruire quelques centaines de civils innocents, et où on va donc imposer le diktat de l'OTAN, qui se traduit par des accords militaires à Kumanovo, début juin 99. Et donc nous, on a suivi tout ça. Moi, j'ai suivi tout ça avec la planification classique. On a imaginé plusieurs scénarios d'intervention et autres. Et mais moi, je sais bien que vous êtes militaire, mais vous réfléchissez. D'ailleurs, cette affaire, en fait, on parla tout à l'heure, on va quand même vous écœurer. C'est pas contradictoire. Vous allez partir de manière un peu anticipée. Oui. Mais est-ce qu'à l'époque, dans le commandement français, on a conscience de ça ? On a conscience qu'en fait, tout ça, c'est une manipulation au profit des États-Unis et de l'OTAN. Pas du tout. Alors évidemment, parce que dans l'armée française, ce sont des vieux alliés, oui, tout le monde le sait. Dans l'armée française, vous avez une tradition. D'abord, vous avez une tradition gaulliste à laquelle je n'appartiens pas personnellement, mais une tradition gaulliste qui est forte à l'époque, qui est une grande méfiance vis-à-vis de l'OTAN. Grande méfiance vis-à-vis de l'OTAN. Mais c'est pas celle qui domine à ce moment-là. Malgré la présence de Jacques Chirac comme président de la République. Il faut quand même rappeler que je la cite en première page, cette phrase de Mitterrand, qui dit à Bernard-Henri Lévy, le faiseur de guerre, moi vivant, vous m'entendez bien, moi vivant, jamais la France ne fera la guerre à la Serbie. Hein. Donc ce que Mitterrand n'a pas fait, Chirac l'a fait. Il faut rappeler que Bernard-Henri Lévy a conduit une liste aux européennes. Alors Bernard-Henri Lévy, qui est un va-t-en-guerre bien connu, puisque c'est lui qui nous a déclenché la guerre en Libye,
avec les conséquences dramatiques que l'on connaît aujourd'hui, et c'est lui qui était prêt à la déclencher hier en Syrie, hein, et qui la réclame maintenant contre la Russie à propos de l'Ukraine. Non, mais c'est vrai que c'est dramatique de penser que des gens comme ça, des irresponsables, d'espèces d'idéologues irresponsables comme ces gens que j'appelle au fond des bouffons, hein, sont capables de déclencher des guerres mondiales pour des objectifs complètement obscurs. Mais si on revient sur l'état d'esprit de l'armée française à l'époque, il y a aussi des Français qui se souviennent de l'amitié franco-serbe, hein. J'en étais sans en être un accro. Comme je le dis, moi j'avais tellement d'habitude de l'Afrique, j'avais peu d'habitude des Balkans. En fait, au moment où je suis désigné, j'en parle avec mon père qui était déjà en retraite depuis pas mal d'années et qui était en train tout simplement de mourir d'un cancer. Et mon père m'a rappelé en fait les grandes étapes de cette amitié franco-serbe et il m'a dit quand même fais attention. Alors j'ai dit, au fond, je dis, je peux très bien me débrouiller pour me faire affecter sur une autre opération, hein, plus africaine ou ailleurs. Et me dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce que si tu n'y vas pas, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Ce sera facile. Et toi, ton devoir, c'est d'y aller parce que tu feras preuve d'un discernement que ton petit camarade, s'il y va à ta place, n'aura pas forcément. Donc en même temps, c'était la fin de la récréation qui s'annonçait, hein, puisque j'y suis allé, j'ai essayé justement de faire preuve de discernement, et j'ai pas eu à me forcer parce que très vite j'ai été confronté. Donc ma mission, c'était quoi ? C'était de préparer l'engagement des forces conventionnelles derrière moi, en établissant les contacts avec la partie serbe pour négocier avec elle son retrait du Kosovo, de la partie du secteur français qui nous concernait, et c'était en même temps de négocier avec l'UCK pour son désarmement, sa démilitarisation, etc. Et aussi, évidemment, de faire que les choses se passent dans l'ordre et sans trop de dommages pour les populations civiles. J'avais aussi une mission annexe qui était d'enquêter chaque fois que possible sur les atrocités commises par les Serbes contre les Albanais. Puisqu'on parlait d'un génocide. Madeleine Albright, la même qu'au Rwanda, venait de nous parler d'un génocide de plus de 100 000 morts au Kosovo. Il faut savoir, ça c'était donc en 99, et qu'en 2004, l'OTAN a publié lui-même les chiffres des morts au Kosovo, moins de 4 000. Moins de 4 000. Bon, toutes catégories confondues. Bon. On voit bien la manipulation, là encore, si vous voulez, une manipulation morbide, sordide, avec des chiffres de morts extrapolés de manière absolument ahurissante et infondée, mais tout simplement pour provoquer l'émotion dans l'opinion et créer ce consensus favorable. C'est facile avec quelques caméras de télévision après, hein. C'est très facile. Et donc, on est parti dans ce contexte-là. Et très vite aussi, en nous apercevant d'abord la nature de l'UCK, hein, l'UCK comme je le rappelle. Oui, on va en parler. Vous les présentez comme une bande de truands, de mafieux. Ce sont des une organisation mafieuse, en fait, qui a pris le contrôle d'un quasi-État, quoi. Ben bien sûr, mais alors c'est et comme souvent dans les affaires de terrorisme ou de narcoterrorisme ou de mafieux terrorisme, on s'aperçoit que vous avez beaucoup de mafieux de par le monde qui cherchent rapidement à se draper des oripeaux idéologiques d'une résistance quelle qu'elle soit, de façon à légitimer le terrorisme qui est leur mode d'action, hein. On voit ça au Sahel avec AQMI, mais vous voyez ça très bien aussi avec l'UCK à l'époque au Kosovo. Donc cette organisation mafieuse, au départ, ce sont des vendeurs, des trafiquants de femmes, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants de toutes sortes, qui sont à l'origine de l'UCK. Le Premier ministre kosovar aujourd'hui, Hashim Thaçi, est un voyou mafieux, avant toute chose. Avant d'être un criminel de guerre, on pourra en reparler aussi, mais il est d'abord un voyou mafieux. Bon. Et ce sont ces gens-là que nous avons donc mis en place, que l'OTAN a mis en place, derrière lui les États-Unis d'Amérique,
Mais ce qui est insupportable pour moi, Français, c'est de voir avec la complicité de l'Union européenne et la complicité de la France. Parce que Bernard Kouchner est impliqué dans l'opération. Là. Bernard Kouchner, complètement. C'était un peu, on l'avait appelé le Gauleiter du Kosovo. Oui, bien sûr. Et Bernard Kouchner, alors avant les événements qui l'ont amené à être le proconsul de l'ONU, de l'OTAN et tout ça réuni au Kosovo, je me souviens de cette phrase que je cite d'ailleurs dans mon livre. Bernard Kouchner a parlé des héroïques résistants kosovars. Bon. En parlant de ce ramassis de bandits de l'UCK. Moi, je suis le fils et le neveu de résistants héroïques, compagnons de la libération. Je supporte pas que quelqu'un parle de résistants pour dénommer des gens comme ça. Ce sont des salopards, quoi, si vous voulez. C'est insupportable de voir. Et vous vous en rendez compte tout de suite, en fait. Et je m'en rends compte, bien sûr, tout de suite, dès les premiers contacts avec ces gens-là. En revanche, la partie serbe, je veux dire, pas très avenante au départ, parce que c'est normal. Je suis pas là en ami, mais je leur fais valoir que je ne viens pas non plus en ennemi, et que j'ai en particulier une mission secrète qui est de faire que le moindre agent de l'UCK ne puisse se glisser entre le départ des Serbes et l'arrivée des Français. Ça, c'est ma mission réelle, telle qu'elle m'a été donnée par le chef d'état-major des armées. Et donc ça, je vais m'employer à ça, à faire que les Serbes s'en aillent et qu'un Français arrive derrière, de façon à garder le contrôle de la situation. Et dans ce contexte-là, j'aurai à contrer les Britanniques, mes alliés, mes chefs même, puisque je suis sous commandement d'un général britannique, qui vont pas cesser de me mettre des bâtons dans les roues pour m'amener à être en décalage ou à permettre à l'UCK de prendre des positions avec lesquelles je n'aurai plus qu'à négocier ensuite. Voilà. Donc ça c'est toute la. Parce que donc les Anglais ont parfaitement conscience de ce qu'ils font. Ah ben les Anglais. Alors dans cette opération, l'UCK a été soutenu par l'OTAN. Très clairement, en particulier par les États-Unis et par la Grande-Bretagne et par l'Allemagne, mais aussi, et ça je l'ai découvert plus tard, beaucoup plus tard, par la DGSE française. Il y avait des agents de la DGSE française à l'époque qui étaient dans les rangs du CK pour les former militairement, etc. Dieu merci, je ne le savais pas, parce que j'aurais été très gêné dans les quelques opérations que j'ai eu à déclencher contre l'UCK, de me dire je peux être amené à déclencher un tir fratricide. Mais les quelques occasions que j'ai eu de contrer l'UCK directement, j'avais pas le choix, moralement. On avait affaire, encore une fois, à des salopards, il n'y a pas d'autre mot, qui s'en prenaient à des populations civiles, qui s'en prenaient à des femmes ou des enfants, qui s'en prenaient à des vieillards désarmés, ou à des religieuses totalement désarmées, et c'était insupportable. Donc je n'avais pas d'autre choix. En cette affaire, est-ce que la religion a une grande importance ou peu? Et en réalité, c'est une bande de mafieux. Non, la religion n'est pas prédominante. Non, parce que quand on prend, par exemple, les livres, vous le citez de temps en temps, mais on prend plusieurs livres de Vladimir Volkov. Oui. Ce sont des romans, mais ils s'appuient quand même, en général, sur des faits vrais. C'est à glacer le sang, quand même. Oui, c'est à glacer le sang. Prisonniers. Alors c'est à glacer le sang. Ça mais là on parle de la Bosnie. Oui. Mais je vais vous dire, il y a de la même manière là. Oui, mais il y a un fond religieux évident, parce que si vous voulez, l'énorme majorité des Albanais du Kosovo est musulmane. Alors ce sont des musulmans très moyens. Je pense qu'ils sont pas très gênés par la consommation d'alcool ou autre. Pas du tout d'ailleurs. Mais c'est un enjeu. Comme par hasard, ce sont les mouvements wahhabistes d'Arabie Saoudite qui sont venus aider immédiatement l'UCK à grand renfort de pétrodollars. En échange de quoi, l'UCK devait adopter une posture assez islamiste. Bon, ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, vous avez au Kosovo beaucoup de minarets, beaucoup de mosquées wahhabistes qui se sont construites, etc., avec un vrai prosélytisme, les femmes voilées,
les femmes qui se voilent sont rémunérées pour se voiler, hein, etc. Donc les hommes qui contrôlent le système, y voient tout de suite un intérêt. Donc c'est du prosélytisme facile. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas le fond du sujet, encore que les Albanais s'en prennent quand même au signe de la foi chrétienne facilement. Les monastères serbes du Kosovo, qui sont des splendeurs du Moyen-Âge, ont été l'objet de toutes les attaques. Moi-même, j'ai eu mon propre fait d'armes, si je puis dire, au monastère de Devic, qui m'a valu d'être décoré par les Serbes, dont je suis très fier. Mais oui, vous mettez votre décoration serbe à production à la fin. J'en suis très fier. Hein, j'en suis aussi fier que de ma Légion d'honneur. Hein. Mais pourquoi ? Parce que et là j'avais les éléments qui sont intervenus dans cette affaire du monastère de Devic, c'était une équipe de commando marine du commando Hubert et une équipe du 1er PIMA en renfort qui est arrivée un peu après. Je peux vous assurer que c'était pas des piliers de sacristie, hein, mes gaillards là. Mais c'était des Français qui ont tout de suite projeté dans leur tête probablement un certain nombre de risques à venir pour rester... oui, parce que l'histoire du Kosovo, bon, vous l'avez raconté dans d'autres émissions, on va pas revenir dessus. Bon, en fait, c'est le berceau de la Serbie. C'est le cœur de la Serbie, c'est le cœur identitaire, spirituel, historique, et qui petit à petit a été conquis. Et l'orthodoxie a reculé au profit de l'islam, qui a été d'ailleurs, vous le mettez en évidence, bon, il y a d'autres joints, qui a été fortement encouragé par le maréchal Tito. Absolument. Très fortement encouragé. Le régime communiste en Yougoslavie, alors Tito était croate, Tito n'aimait pas les Serbes et craignait beaucoup la prééminence de la Serbie au sein de la fédération. Donc tout ce qui pouvait servir à amoindrir la Serbie dans la fédération yougoslave a été fait par Tito dès 45. Alors en plus le cœur de la résistance serbe aux Allemands, les Tchetniks étaient royalistes, pas du tout communistes. Et donc, les partisans communistes de Tito sont des gens qui sont arrivés un peu après. On a connu ça ailleurs, hein, dans les résistances locales, pour ramasser Et si les Alliés n'avaient pas changé de position radicalement, brutalement après Yalta, ce n'est pas Tito qui aurait gagné qui aurait remporté d'ailleurs, il y a eu une élimination ils ont éliminé les authentiques résistants, comme le général Mihailovic, par exemple. Mais c'était le même cas en Pologne. Mais partout, parce que ce sont des territoires qu'on a abandonnés au communisme. Mais en fait, il y a un moment où vous mais donc Tito, après, a systématiquement saisi les occasions, d'abord de juguler l'influence serbe en tant que telle, et de juguler l'influence orthodoxe. Donc ça, c'était ses objectifs. Et donc le Kosovo représentait à ce titre un enjeu important pour lui. Donc peuplement d'Albanais, les peuplements albanais venus d'Albanie pendant la période d'occupation italienne ont été maintenus au Kosovo. Ils sont pas repartis en Albanie. Tous ces gens-là ont reçu une carte d'identité yougoslave, se sont implantés. Et puis quand vous avez des familles musulmanes avec 4 femmes ou 3 femmes, avec 8 à 10 enfants par femme, et qu'en face vous avez des familles orthodoxes avec une femme, en tout et pour tout, avec 3 ou 4 enfants, vous faites pas le poids démographiquement. Comme Volkov l'a écrit, la fécondité des femmes musulmanes a fait la différence. Hein. Et donc on a cette disproportion qui va s'aggraver avec une politique hostile aux Serbes et favorable aux Albanais sous Tito, qui va déjà conduire à vider la province d'un certain nombre de dizaines, de centaines de milliers de Serbes. Et donc, au début des événements, à l'époque, les Serbes ne sont plus que 300 000 sur les 2 millions d'habitants de la province. Et aujourd'hui, il reste quelques dizaines de milliers de Serbes qui vivent là-bas dans des conditions dramatiques, et dont l'Europe est responsable. Oui, il n'a rien à faire. Et joue Ponce Pilate, etc. C'est incroyable de voir ça sur le sol européen, si vous voulez, à 2 heures d'avion de Paris. Ce que vous expliquez, c'est que, en fait, c'est un État intenable. Alors, il ne peut pas survivre par lui-même. Il peut pas survivre par lui-même. C'est pour ça que c'est un État mafieux. Alors, c'est un État mafieux, ça c'est clair, puisque
on a consacré finalement l'accession au pouvoir. C'est assez grand comme un département français. 1 ou 2 départements. Oui, 1 ou 2 départements français. C'est minuscule. Il n'y a pas de ressources propres, mis à part l'agriculture, hein, qui est... voilà, sauf que c'est une zone de trafic, c'est une plateforme de trafic, c'est un carrefour de trafic de toute l'Europe et qui aujourd'hui vide ces trafics avec les subventions de l'Union européenne, il faut le dire, qui sont importantes, c'est-à-dire vos impôts, mes impôts, ceux de nos auditeurs qui participent à tout ça. Et avec derrière des conséquences incalculables au plan humain. On parle de droits de l'homme, mais alors là, je peux vous dire qu'ils sont piétinés allègrement par ces voyous au pouvoir au Kosovo, et qui s'appuient sans vergogne sur l'Union européenne. Donc ça, c'est pour ça que j'ai dit que l'Europe était morte après China, parce que, en tout cas, moi, citoyen français, comment voulez-vous que j'ai confiance dans ce nouveau machin qu'est l'Union européenne, qui est capable de telles abominations, hein. Oui, il y a un moment où vous écrivez, d'ailleurs, pour parler du Kosovo, vous dites c'est exactement comme si un jour il y avait une population... je parlais du département de Seine-Saint-Denis. Voilà, en Seine-Saint-Denis, qui contrôlait la basilique des rois de France. Ça arrivera. Alors, il y a aussi une phrase de notre ami Conrad qui résume ça encore peut-être un peu mieux, mais je veux dire, aujourd'hui, imaginez que demain, une république fantoche des Hauts-de-Seine ou de Seine-Saint-Denis, où les deux se déclarent indépendantes, et que l'OTAN déclare la guerre à la France pour rendre cette république indépendante. Parce que ce qu'il faut comprendre... C'est intolérable. Parce que ce qu'il faut comprendre, chers amis auditeurs, c'est que le Kosovo, en gros, c'est gros comme un département français. Absolument. Donc c'est, mettons, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Oui, quoi. Enfin, c'est un à deux départements français selon la taille. C'est plus petit que la Corse. Voilà. Et c'est frappant de voir que ce soi-disant État n'est pas viable en lui-même. Il n'en a pas les ressources, il n'en a pas les capacités. Et donc, la maladie des rivières étant de se jeter à la mer, le Kosovo reviendra inévitablement à la Serbie, c'est le meilleur des cas, ou ira à l'Albanie voisine pour faire la grande Albanie. Mais le Kosovo indépendant, je lui donne pas 50 ans. Hein. D'ailleurs, quelle est aujourd'hui, d'après ce que vous en savez, quelle est pas la position, mais quelles sont les positions américaines au Kosovo? Alors là, est-ce qu'ils sont toujours très présents? Est-ce qu'ils les portent à bout de bras les Américains ont créé d'emblée au Kosovo une énorme base militaire qui est le camp Bondsteel, qui était jusqu'à ces temps derniers la plus importante base militaire américaine en Europe. Hein. Le camp Bondsteel qui est à côté de Gnilane, dans le sud-est de la province, pas très loin de la frontière macédonienne. Bon, il semblerait, mais ça reste à vérifier, il semblerait que le camp Bondsteel soit en perte de vitesse aujourd'hui. Oui. Ça reste à vérifier, hein, parce que c'est important à savoir. Je suis pas en état de vous le confirmer aujourd'hui, mais je me renseignerai et j'aurai ces informations. En tout état de cause, je pense que, si vous voulez, le Kosovo a marqué pour les Américains une étape vis-à-vis de la Russie, et dans leur souci de contrôler l'arc Caspien-Adriatique, qui est il y a notamment le South Stream qui passe pas loin aujourd'hui, etc. Donc des circulations de matières premières importantes en termes de gaz et de pétrole. Et les Américains voulaient contrôler le Kosovo, et ils le contrôlent de fait aujourd'hui. Alors ils ont peut-être moins besoin de moyens militaires qu'hier pour le faire, mais en tout cas ils le contrôlent. Et puis il y a cet encerclement, si vous voulez, otanien de la Russie, qui est quand même leur objectif majeur, hein. De la Bulgarie aujourd'hui à l'Ukraine, on voit bien qu'on les Américains et l'OTAN et l'Union européenne comme valet, je dirais, pour le faire, ont un objectif, c'est vraiment essayer de contenir la Russie avec un arc otanien très, très réel. Est-ce que vous pensez que enfin, je sais pas, on va pas faire de la politique fiction ou de la géopolitique fiction, mais est-ce que vous pensez que ça aurait pu se produire? Est-ce que ça pourrait se produire? Si ça s'était pas produit en 99, est-ce que ça pourrait se produire aujourd'hui avec la
la diplomatie exceptionnelle, enfin de joueur de Go ou de joueur de poker absolument incroyable de Vladimir Poutine, qui a quand même remporté ces 2 dernières années des enjeux je pense que ça, la Syrie, oui, bien sûr, la Géorgie, l'Ukraine, la Crimée. Enfin, on a l'impression vous avez raison de poser cette question parce que je me la suis posée moi-même, hein, et je pense que le Kosovo se passerait, cette affaire-là de 99 se passerait aujourd'hui. Elle ne se terminerait pas de cette manière, ça c'est certain. La Russie à l'époque a fait ce qu'elle pouvait, elle n'était pas du tout dans les conditions d'aujourd'hui. Hein. C'était il y a 15 ans. Hein. Donc la Russie a, ces 15 dernières années, et j'en suis témoin parce que j'y vais quand même régulièrement, opéré un redressement spectaculaire sur tous les plans, économiques et diplomatiques et militaires. La Russie est en train de se redoter, si je puis dire, des éléments constitutifs d'une grande puissance, sous l'égide de Poutine. Ça, c'est indiscutable. C'était pas le cas il y a 15 ans. On n'en était pas là il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, elle a essayé d'envoyer des signaux forts à l'Occident. Le déploiement de la brigade russe sur l'aéroport de Pristina, je peux dire que ça a mis le général Michael Jackson, patron des forces de l'OTAN dans la région, dans un état de fureur avancé. Hein. Mais à l'époque, Poutine nous avait prévenu. Le Kosovo vous reviendra dans la gueule. Texto. Je cite. Le Kosovo vous reviendra dans la gueule. Aujourd'hui, le Kosovo nous est revenu, à nous occidentaux, entre guillemets, dans la gueule. Avec la Crimée, avec l'Ukraine, etc. Et maintenant, il faut qu'on comprenne qu'on doit composer avec une grande puissance qui est la Russie. Alors ça fait mal, mais ça fait mal aux atlantistes, ça fait mal aux européistes à tout crin. Quand je dis européiste, je parle de l'Union européenne, parce que je crois à l'Europe et je crois à une autre forme d'Europe que celle qu'on veut nous imposer. On croit à l'Europe, mais pas à Bruxelles. Mais pas à Bruxelles, voilà. Je suis pour l'Europe, mais pas celle de Bruxelles. Ça c'est clair. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la Russie, elle a, à mon avis, un exceptionnel chef d'État, mais elle a aussi un exceptionnel ministre des Affaires étrangères, hein, Lavrov. Hein. Ils ont été brillantissimes sur les affaires, en particulier syriennes, et je trouve qu'ils se débrouillent fort bien jusqu'à présent sur les affaires ukrainiennes, hein, dans un contexte extrêmement difficile, délicat et inflammable. Hein. Alors, on va bientôt se quitter, donc je rappelle que je reçois aujourd'hui Jacques Hoggard, colonel en retraite, CER, et qui a été le patron du commandement des opérations spéciales au Kosovo en 1999 et qui vient de publier aux éditions Hugo « L'Europe est morte à Pristina ». Donc je voudrais qu'on aborde un point qu'on a un petit peu abordé avec le Rwanda, mais que vous mettez bien en exergue de votre livre, parce que vous mettez 2 citations en exergue de votre livre. Il y en a une de Max Clos, vous dites « La guerre du Kosovo de mars à juin 1999 semble avoir atteint un sommet dans le mensonge et grâce aux techniques modernes de communication dans la manipulation et la désinformation ». Et après, vous citiez Elisabeth Lévy, cette guerre de l'information, les Serbes, piétrementaires, c'est-à-dire mauvais communicants, la perdirent sans l'avoir livrée, et avec eux, tous ceux qui prétendaient que la réalité était un peu plus compliquée que les westerns qui se donnaient sur nos écrans. Oui. Donc je voudrais qu'on en revienne, vous nous avez un peu parlé du Rwanda, mais là, également, on a eu un exemple stupéfiant de désinformation orchestrée... au moins à l'échelle européenne et des États-Unis, quoi. Enfin du monde anglo-saxon et de l'Europe, quoi. Oui, ce qui est pour les États-Unis très simple, parce qu'on en a parlé, je pense que les objectifs des États-Unis étaient clairs. J'ai un peu plus de mal à comprendre les objectifs des puissances européennes dans cette affaire. Il y a l'Allemagne. L'Allemagne, vous vous souvenez, pour la Bosnie en particulier, a joué un rôle initialement très actif dans un contexte où il s'agissait de démanteler l'ex-Yougoslavie. Et puis au Kosovo, c'était un peu, je crois que c'était le Deutsche, enfin et c'est vrai qu'au Kosovo, par exemple, c'est le Deutsche Mark qui a été imposé comme, oui, mais c'est pas par hasard. C'est important de dire ces choses-là, vous avez raison de le rappeler. Jamais l'Allemagne. Donc l'Allemagne a quand même, l'Allemagne traditionnellement avait une position dans les Balkans qui était très pro-croate. Et alors là, on va pas ouvrir un autre débat, certains auditeurs pourraient en parler. Ou slovène, mais l'Allemagne a soutenu donc je dirais la sécession indépendantiste slovène puis croate dès le début, à fond, contre la Serbie.
Et là, il y a des jeux de puissance régionale européenne, c'est évident. Mais le Kosovo, c'est une étape supplémentaire où là, on voit bien que les États-Unis sont derrière. Finalement, comme il l'avait fait en Bosnie, la Bosnie a permis de faire émerger un espèce de micro-État musulman non viable d'ailleurs, hein, là aussi, avec trois entités, mais les Croates, les Serbes de la Republika Srpska et puis les Bosniaques musulmans aujourd'hui, on voit bien la difficulté. Ça crée, c'est une épine dans le talon de la construction européenne, de la vraie construction européenne, que cet État de Bosnie-Herzégovine. Eh bien, on a refait la même chose au Kosovo. Et ça, c'est vrai que c'est un mystère pour moi. Je ne comprends pas comment un pays comme le mien, la France, le nôtre, a pu s'aligner servilement derrière la position otanienne, dont on sait bien qu'elle défend avant toute chose les intérêts américains. Il y a en France assez de gens de culture, je dirais de familles de pensée différentes, qui pouvaient penser à la souveraineté de la France et de ses intérêts, et qui peuvent être choqués que notre pays ait rejoint une espèce de coalition incroyable qui démantèle un de ses plus fidèles alliés en Europe, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein. Aujourd'hui, la Serbie est ruinée, détruite, son appareil économique est par terre. C'est un pays où le salaire mensuel moyen est à 250 ou 280 euros. Hein. Ça peut dire quelque chose aux Français, ça. La France de demain. La France de demain, peut-être, mais c'est dramatique. Bon. Et c'est nous qui avons participé à tout ça, et qui avons cassé tout ça, et qui avons fichu un tel bazar dans tout ça. Et je n'en vois pas, le résultat. Je n'en vois pas le but, si vous voulez. Avec la complicité des médias. Avec la complicité. Alors, je sais pas si, je me demande toujours si les médias sont vendus ou loués. Ben, les médias, à mon avis, sont loués, je pense, pas par les plus forts du moment, hein. Mais si vous voulez, ce qui est très intéressant de savoir, par exemple, sur le Kosovo, aujourd'hui, j'ai pas tous les détails parce que c'est pas le sujet qui m'a le plus intéressé, mais j'ai fait une émission l'autre jour avec Nicolas Mirković, qui a publié un livre récemment, Le martyr du Kosovo. Oui, j'avais invité à Radio Courtoisie. Et c'est un très intéressant, très excellent ouvrage. Oui. Excellent ouvrage. C'est intéressant d'entendre Nicolas Mirković évoquer aujourd'hui que le business au Kosovo est aux mains. Les affaires. N'énervons pas Henri de Lesquen. Oui, je risque d'énerver Henri de Lesquen, mais je dis ça intentionnellement parce que c'est le mot anglo-américain. Ça traduit une volonté anglo-américaine. Aujourd'hui, les affaires au Kosovo sont entre les mains du général Wesley Clark, entre les mains de Madeleine Albright, qui sont actionnaires des sociétés de télécom, des sociétés d'exploitation du charbon, etc., etc. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, l'argent sale était aussi derrière tout ça, forcément. Mais ce qui me navre dans l'affaire rwandaise, c'est que la France a été victime d'une opération de désinformation, mais elle en est la victime propre, si je puis dire. Elle a perdu, mais elle est propre. Et c'est pour ça que je défends la position française dans l'affaire rwandaise. Mais dans l'affaire du Kosovo, la France a été complice de cette opération de désinformation, et pour rien, d'ailleurs, au bout du compte, pour rien, parce que qu'on me dise ce que ça a apporté à la France. Rien. Alors, vous en avez quand même, on pourrait dire, tiré les conséquences en rentrant, d'une certaine manière. Ben, en rentrant, c'est sûr qu'en rentrant du Kosovo, si vous voulez, j'ai considéré que, pour des tas de raisons, beaucoup de choses ont coïncidé et ont fait que je me suis dit qu'il valait mieux que je quitte l'armée française et que je fasse autre chose. Mais voilà, c'est pas une période très drôle de ma vie, mais c'est une conséquence logique de tout ça, hein. Et de reprendre ma liberté surtout, ma liberté de parler en particulier. Et donc depuis, vous avez monté une entreprise de sécurité, intelligence économique. Alors depuis, j'ai monté d'abord une société qui
qui regroupait des activités de sûreté, de conseil en sûreté et d'intelligence économique à l'international. Ensuite, je l'ai divisé en deux, et maintenant j'ai toujours une activité, j'ai une société qui fait du conseil en sûreté à l'international, et une autre qui a évolué, qui fait plus vraiment d'intelligence économique au sens classique du terme, mais qui fait de la diplomatie d'entreprise, c'est-à-dire qui accompagne ses clients à l'étranger, dans des pays où je dispose de bons réseaux, pour leur permettre d'éviter les fautes majeures, et au contraire essayer d'être efficace et de trouver les bons partenaires avec les bonnes recommandations nécessaires pour que les choses se passent bien. Voilà, donc c'est l'activité de la maison aujourd'hui et qui m'occupe à temps plein. C'est une nouvelle aventure. Voilà, une nouvelle aventure, exactement. Alors, chers amis auditeurs du Libre Journal de la Résistance française de Radio Courtoisie, j'ai eu le plaisir de recevoir en première partie de cette émission Jacques Hoggard, ancien colonel du commandement des opérations spéciales, qui vient de signer aux éditions Hugo « L'Europe est morte à Pristina, guerre au Kosovo, printemps-été 1999 ». Et nous